Cette tour n'était pas un bordel, mais un abattoir. La tour de Nesle repose au bord de la Seine, comme une cicatrice de pierre oubliée du temps. Des générations d'historiens l'ont classée, datée, encadrée dans les manuels. Mais ceux qui vivent à Paris, ceux qui écoutent, savent. Car certaines nuits, les pierres suintent une odeur étrange, ferme, sucrée, comme si du pain chaud y avait été cuit avec autre chose. En 1314, 3 princesses de sang royal furent accusées d'adultère. Marguerite, Blanche et Jeanne, belles-filles du roi Philippe le Bel. On prétend qu'elles recevaient leurs amants en secret dans la tour. Le scandale fit trembler la couronne. 2 d'entre elles furent emprisonnées, l'une étranglée, et l'affaire fut close. Mais il manque des pièces au puzzle. En octobre 2023, dans un couvent abandonné de l'Aube, un archiviste solitaire découvrit un coffret dissimulé derrière une fresque de Sainte Lucie. À l'intérieur, un parchemin scellé d'une bague royale, ternie mais intacte. Il n'aurait jamais dû l'ouvrir. Il l'a fait. Le texte, en vieux français, parle d'ossements, de farine rituelle et de repas d'offrande. Un passage glace le sang. Les restes furent broyés finement, mélangés à la farine sacrée. Les dames ont ri. Le pain était bon. La signature apposée au bas du parchemin, Marguerite de Bourgogne. Le plus troublant, le parchemin a été daté par analyse carbone. Résultat, juin 1314, le mois même de sa mort officielle. Alors, qui l'a rédigé? Pourquoi parler d'une meule d'os dans une tour censée servir d'alcôve? Et surtout, pourquoi ce symbole du pélican, l'oiseau qui nourrit ses petits avec sa propre chair, gravé en bas à droite, à l'encre rouge? Ce n'est que le début. L'archiviste, un certain Léo Monnier, travaillait depuis 15 ans sur les correspondances non cataloguées des monastères bourguignons. Ce parchemin, il ne l'a pas seulement lu, il l'a numérisé, analysé, recoupé. Et ce qu'il découvrit derrière les mots dépassait l'imaginable. D'abord, l'encre. Elle contenait des traces de fer, de bile et de collagène humain. Ensuite, la structure du texte. Chaque phrase principale était suivie d'une ligne cryptée en alphabet oblate. Un code utilisé par une branche dissidente des cisterciens disparue au XIVe siècle. Traduite, cette ligne répétait encore et encore « Oblature pélican, viande sainte, oubli par le feu ». Un appel au sacrifice, un rite d'effacement. Mais de quoi? Ou de qui? Léo envoya le document à une cryptolinguiste de la Sorbonne. 2 jours plus tard, elle refusa toute communication. Puis, il reçut un colis anonyme. Un petit sachet de farine, accompagné d'un mot manuscrit. « Elle nourrit encore, n'approchez plus ». Mais Léo s'approcha. Obsédé, il chercha les lieux mentionnés dans le texte original. Et ce fut ainsi qu'il entra en contact avec le dernier gardien du silence, frère Thérence. Un homme d'aujourd'hui, mais porteur d'un serment ancien. Il vivait reclus dans une abbaye désaffectée près d'Angers, entouré de livres fermés à double cadenas. Thérence parlait peu, très peu. Mais devant le parchemin, il pâlit. Il toucha le sceau du doigt, fit un signe de croix et murmura « Je pensais que tout avait brûlé. » Puis, après un long silence, ils ont tout noté, même la recette. Léo revint à Paris avec un seul objectif, retrouver la pierre. Celle décrite dans le texte, la dalle de broiement, située à l'aplomb du fleuve, là où l'eau charrie les péchés. Il consulta les anciens plans de la tour de Nesle, conservés aux archives nationales. La plupart avaient été détruits pendant la Révolution. Mais un dessin à l'encre noire, daté de 1783, montrait un sous-sol oublié, une salle ovale sans accès connu. Il contacta une société de scan LIDAR utilisée pour les fouilles de Notre-Dame après l'incendie de 2019. En échange d'un faux prétexte universitaire, il obtint une cartographie 3D des fondations de la rive gauche. Et là, sous l'emplacement supposé de la tour,
entre les conduites modernes, une cavité, parfaitement ronde, scellée par une dalle de 2 tonnes. Une nuit de novembre, sous une pluie glaciale, Léo descendit dans les égouts avec une lampe frontale et un caméscope. Il trouva la dalle. Elle portait un symbole identique à celui du parchemin, le pélican ensanglanté. Il la toucha. Il n'est jamais remonté. 3 semaines plus tard, une patrouille de maintenance retrouva sa caméra flottant dans un filet d'eau sale. La carte mémoire était intacte. Les premières minutes ne montrent rien d'étrange. Juste Léo avançant, murmurant des notes, scrutant les murs. Puis, un son. Comme une meule qui tourne à vide, une litanie grave en arrière-plan. Et enfin, juste avant la fin de l'enregistrement, une phrase chuchotée avec une clarté anormale. « Le pain est prêt ». La police classa l'affaire comme disparition inexpliquée. Aucune trace de Léo, aucun corps. Mais dans le monde discret des chercheurs, sa disparition fit l'effet d'un séisme. Son dossier, transmis à une petite cellule d'études historiques indépendante, tomba entre les mains d'un ancien prêtre défroqué devenu analyste en phénomènes liturgiques rares, Étienne Gravier. Gravier examina la vidéo, les scans, les lettres de Léo et surtout, le parchemin original désormais conservé dans une valise réfrigérée. Il repéra une bizarrerie que personne n'avait notée. Sur la marge inférieure, au niveau du pli, une série de chiffres presque effacés. Pas un code, une date. 28 mars 1314, 2 jours avant l'exécution des Templiers. Gravier fit le lien immédiatement. Ce n'était pas une coïncidence. Il partit consulter les registres du temple conservés à la bibliothèque Mazarine. Dans un journal tenu par un notaire royal, un passage évoque une cargaison destinée à l'arrière-tour pour le banquet de purification. Mais ce qui glaça Gravier, c'était la note jointe au même registre. Un simple commentaire, écrit à la plume par un moine contemporain. « Elles ont réclamé les eaux, comme le rituel l'exige. 3 hommes, 3 coupes, 3 pains. » Il n'était plus question d'adultère, ni même de scandale politique, mais d'un rite, répété, connu, masqué sous les draps du pouvoir, et les figures. Marguerite, Blanche, Jeanne, les mêmes noms retrouvés dans les gravures d'un missel privé découvert à Provins en 1926, caché dans une église désaffectée. 3 femmes, voilées, debout autour d'un autel, chacune tenant une miche. Le titre du tableau miniature, « Les mères des cendres ». À ce stade, Gravier comprit que l'affaire dépassait les limites de l'histoire officielle. Il retourna voir frère Thérence, l'homme de l'abbaye d'Angers. Cette fois, le moine l'attendait, un cahier à la main, relié de cuir, attaché par une cordelette. « Je n'aurais pas dû garder ça, dit-il, mais certaines choses ne doivent pas disparaître. » Le cahier, rédigé en latin ecclésiastique, racontait les confessions d'un moine de 1315 envoyé purifier la tour de Nesle après le scandale royal. Il y décrit une pièce tapissée d'os noircis, des bannières couvertes de glyphes et une dalle encore chaude au toucher, malgré l'hiver. Mais surtout une phrase récurrente. « Elles ont mangé le pain. Elles ont souri. Elles ont vu. » Gravier resta figé. Il connaissait cette structure. Elle correspondait à une forme rare de messe noire, appelée mangiar hostia, un rite où l'hostie n'est pas bénie, mais chargée d'une mémoire maudite. Chaque bouchée transmet un souvenir, une souffrance, un secret. Les femmes impliquées n'étaient pas seulement des amantes, elles étaient initiées, liées à un cercle ésotérique beaucoup plus ancien que la couronne. Un dernier détail du cahier confirma tout. Un dessin grossier, à la plume tremblante. 3 femmes debout, une lame dans chaque main, autour d'un corps étendu sur une table de pierre. La table, identique à celle que Léo avait filmée. Et au bas du dessin, un mot, griffonné à la hâte. Boulangerie. Gravier sut. Ce pain n'était ni symbole, ni conte. Il avait cuit. Il avait nourri.
et ce qu'il portait vivait encore, et ce qui avait été transmis dans ce pain n'avait jamais cessé de vivre. Gravier se mit alors à rechercher des occurrences modernes de cette transmission par le pain. Il écuma les archives médicales, les rapports psychiatriques, les faits divers ignorés. Et petit à petit, un motif revint. Des femmes, souvent âgées, vivant près des anciennes rives de la Seine, hospitalisées pour crises délirantes, toutes parlant de pain qui saigne, de chair douce comme mie, ou encore de yeux dans le levain. Une patiente, internée à l'hôpital Sainte-Anne en 1978, affirmait qu'on lui apportait le même pain que dans sa vie d'avant quand elle avait 3 visages. Personne ne comprit. Mais son dossier mentionnait un fait étrange. Malgré son âge avancé, ses dents de sagesse repoussaient. Encore et encore. Gravier chercha la femme. Elle était décédée en 1993, enterrée au cimetière de Thiaïs. Il fit exhumer son corps. Les dents étaient là, parfaitement blanches, fraîches, presque nouvelles. C'est à ce moment-là qu'un nouveau courrier arriva, sans timbre, déposé à la main. Une enveloppe contenant un plan, un fragment du vieux Paris, avec la tour de Nesle encerclée d'un symbole, le même pélican. Mais ce qui troubla Gravier, c'était la date inscrite sur le plan. 2024. L'encre était fraîche. Il comprit qu'on l'observait. Mais qui? Les descendants? Les fidèles du rite? Les filles du pain, comme les appelait le texte ancien? Gravier n'avait plus le choix. Il devait aller plus loin, descendre, comme Léo, voir. Il contacta un groupe d'urbexeurs spécialisés dans les structures inaccessibles. L'un d'eux, surnommé Corbeau, accepta contre une somme exorbitante de forcer l'entrée de la cavité repérée par Lidar. « Mais si je sens qu'on touche à quelque chose de sale, je me barre, » prévint-il. Gravier acquiesça. Il ne savait pas encore à quel point ce serait sale. La nuit de l'exploration, Paris dormait sous un voile de brouillard jaune. Gravier et Corbeau descendirent dans les souterrains avec un équipement minimal. Lampes UV, caméras thermiques, masques à filtre. L'entrée se trouvait derrière une trappe dissimulée sous un pylône électrique désaffecté à 2 pas du quai Voltaire. Après 20 minutes de progression dans une galerie inondée, ils atteignirent enfin la dalle. Elle était couverte d'un lichen noirâtre, invisible à l'œil nu, mais qui réagissait à la lumière UV en traçant des motifs organiques, des sortes de veines, de racines. « On dirait que ça respire », murmura Corbeau. Avec un levier en titane, ils parvinrent à déplacer un coin de la dalle. Une odeur les frappa aussitôt. Moisi, fer, levain chaud. Ils descendirent. La salle ovale était intacte, les murs lisses, sans trace d'outils. Au centre, une table de pierre. Autour, 3 silhouettes sculptées à même la paroi. Des femmes voilées, les mains jointes sur leur ventre. Mais le plus étrange, c'était la lumière. Une phosphorescence émanait du plafond. Aucun câblage, aucune ouverture. Corbeau, pâle, recula. « Il y a un truc qui m'observe, » dit-il. Gravier, lui, s'avança. Il posa la main sur la table. Elle vibrait, faiblement, comme un cœur lointain. Et soudain, la caméra thermique capta une image impossible. 3 empreintes de chaleur, debout, autour de la table. « C'est pas nous, » dit Corbeau. « On n'est que 2. » Puis un bruit, humide, comme un pain qu'on déchire, suivi d'un souffle, et une voix, presque tendre, presque maternelle, venue de nulle part. « Tu es venu pour manger ?» Gravier recula aussitôt, mais la dalle derrière eux s'était refermée sans bruit. Corbeau martela la pierre avec son levier, en vain. Aucun écho, aucune faille. Juste cette étrange résonance, comme si la salle était faite d'un seul bloc vivant. Dans la lumière pâle, les statues des 3 femmes semblaient avoir changé. Leurs voiles s'étaient rétractés, dévoilant des visages à la fois anciens et impossibles. L'un portait les traits de Marguerite de Bourgogne, mais avec une bouche fendue jusqu'aux oreilles. Un autre avait les orbites vides, suintantes, comme 2 trous de pâte mal levés.
Puis, sur la table, un pain apparut. Personne ne l'avait posé là. Il était chaud, craquant, et pourtant couvert de symboles gravés dans la croûte, des lettres oubliées, des fragments de noms royaux, des croix inversées. « Je te jure, mec, je touche pas à ça », souffla Corbeau en reculant. Mais Gravier, comme hypnotisé, tendit la main. Au contact du pain, une vision le submergea. Un banquet. Les rires d'hommes masqués, des coupes levées. Et au centre, 3 femmes, jeunes, belles, rayonnantes, tenant des miches encore fumantes. Chaque homme qui en mangeait semblait vieillir d'un coup. Et elle, en face, rajeunissait. Puis le sang, les cris, les bûchers. Et enfin, le four, immense, sculpté en forme d'utérus, où l'on poussait des corps entiers. Gravier lâcha le pain. Il avait l'impression d'avoir mordu dans un souvenir qui n'était pas le sien. « C'est pas une légende », murmura-t-il. « C'est une recette. » Au même instant, une main surgit du mur. Non pas une illusion, une vraie main. Peau parcheminée, ongles noirs, tremblante, tendue vers lui. Et cette même voix « Mange !» ou « Reste avec nous !» Gravier hurla et recula, mais la salle elle-même semblait s'être refermée sur eux. Les murs pulsaient légèrement, comme si la pierre respirait. Corbeau tenta de grimper vers la dalle, mais une force invisible le repoussa à chaque fois, le laissant pantelant au sol. Alors, la lumière changea. Ce n'était plus cette phosphorescence blanche, mais un rouge sourd, comme un feu souterrain. La table vibra de plus en plus fort, et autour d'eux, les silhouettes sculptées prirent vie. Elles ne bougèrent pas, elles fondirent, comme du plâtre qui se liquéfie lentement. Et dans leur place, 3 figures humaines se dessinèrent, recouvertes de farine, les cheveux tressés en couronne, les yeux recouverts d'un voile de chapelure. L'une d'elles parla, sa voix un murmure brûlant. « Ce que tu as vu n'est qu'un levain. Le souvenir est vivant. Tant qu'il est pétri, il revient. » Corbeau tenta de prier. Il marmonna des « Je vous salue Marie » entre ses dents. Mais chaque mot semblait se désintégrer dans l'air. Ses prières n'étaient que miettes. Gravier, lui, était figé. Une idée germait en lui, insidieuse. Et si ce n'était pas une malédiction? Et si c'était une promesse? Une continuité? Une transmission ancienne et sacrée? Il se souvint des confessions du moine. Elles ont mangé le pain, elles ont souri, elles ont vu. Et ses os surent que le pain n'était pas un aliment. Ça n'était qu'un pacte, un enregistrement organique, un véhicule de mémoire. Puis la dalle s'ouvrit soudainement dans un grand bruit de succion, comme un couvercle de marmite soulevé. Mais une seule personne remonta à la surface. Gravier. Corbeau avait disparu. Lorsque Gravier émergea à l'air libre, l'aube pointait à peine sur la Seine. Le ciel avait cette teinte livide, presque crue, que prennent les matins après une nuit de cauchemar. Il tituba jusqu'à son véhicule, les vêtements souillés, les mains couvertes d'un résidu farineux, et les yeux vides. Les jours suivants, il ne parla à personne. Ses carnets ont brûlé avec une odeur de levain. Son matériel, jeté dans la Seine comme les os de 1314, et fit interner volontairement sa mère dans un institut religieux. Puis, un matin, il posta une unique vidéo, sans titre, sur une chaîne YouTube nouvellement créée. La vidéo durait exactement 4 minutes 33 secondes. Pas un mot, juste le plan fixe d'une miche de pain posée sur une dalle de pierre. Et à 4h33, un murmure, presque inaudible. En ralentissant l'audio, des internautes ont affirmé entendre « Elle est dans vous désormais ». La vidéo fut supprimée par la plateforme après 72 heures, mais pas avant d'avoir été copiée, relayée, déformée. Certains utilisateurs ont commencé à signaler des symptômes étranges, odeur de levure dans les draps, apparition de marques blanches sur la peau, rêves récurrents de banquets. 1 mois plus tard, Gravier disparut. Son appartement avait été vidé. Sur la table de la cuisine, une miche encore tiède. À l'intérieur,
les dents de corbeau, rangées en cercle. La police classa l'affaire comme un délire post-traumatique. Mais le fichier audio, analysé par un chercheur indépendant, montra une anomalie. Une fréquence résiduelle de 1666 Hz, jamais produite naturellement. Et dans un dernier enregistrement, laissé sur le répondeur d'un collègue, Gravière avait dit « Elles ne sont pas mortes. Elles lèvent encore.